L'attentat de Nice a un peu éclipsé cette actualité qui concerne chaque ville, chaque village de France et que chacun d'entre nous expérimente depuis hier minuit un nouveau confinement. Que faire pour contenir la progression de la pandémie de Covid devenue hors de contrôle en France selon les scientifiques? C'était la question à laquelle le chef de l'État et le gouvernement ont dû répondre avec le confinement donc. Mais si on remonte quelques jours en arrière, ça n'a pas toujours été la piste évoquée car en temps de crise, il faut peser ces décisions et peser également la manière de les annoncer. Bref, la communication est primordiale car de l'acceptation d'une mesure dépend sa réussite. Bonjour Stéphane Fuchs. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes vice-président d'Havas et vous êtes l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur connaisseur de la communication en France. Vous avez notamment conseillé Lionel Jospin, Manuel Valls, DSK, mais également Valérie Pécresse dans le camp d'en face, Xavier Bertrand ou alors dans les médias, Patrick Drahi, le patron d'Altis. Votre actualité, vous venez de publier Pandémie médiatique, c'est sous-titré Comme de crise, crise de com, c'est chez Plomb. Question directe, avez-vous été convaincu par la manière dont le président et le gouvernement s'y sont pris cette semaine ? J'ai constaté du mieux. On a arrêté les postures virilistes, martiales, militaires et l'infantilisation. L'intervention du président notamment marquait ce mieux. La question posée, c'est quand le niveau de défiance est aussi élevé, est-ce qu'on peut par une intervention rétablir la confiance? Je n'en suis pas sûr. Manière de dire que vous n'êtes même pas sûr du tout. Vous pensez que non? Ça fait plusieurs jours qu'on sait que la situation sanitaire se dégrade. Plusieurs jours également qu'on savait que le couvre-feu ne suffirait pas. Alors, il y a des rumeurs qui sont apparues jusque dans les médias. Par exemple, c'était sur LCI il y a 8 jours. Elisabeth Martichoux recevait Gabriel Attal. De même qu'un reconfinement, il y a eu une rumeur toute la journée hier à Paris. Il y a beaucoup de rumeurs sur ces questions-là. Même moi, je reçois des messages de proches qui me disent « j'ai entendu à mon travail, j'ai reçu un message d'amis, etc. » Moi, je veux redire qu'à ce stade, il n'y a pas de reconfinement prévu du pays, que toutes les mesures qu'on prend visent à empêcher un reconfinement du pays. Mais qu'on prendra toujours les mesures nécessaires pour protéger la santé des Français. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, faut-il le préciser, empêcher le reconfinement du pays, ça s'est raté, on le sait maintenant, mais entre-temps, en début de semaine, d'autres options avaient été évoquées. Florian. Voici en gros la palette, avancer l'heure du couvre-feu, l'élargir au week-end, confiner localement. Reconfiner comme l'ont fait les Irlandais ou les Gallois par exemple. Quelle option le gouvernement va-t-il choisir? Il faut du télétravail massif, il faut véritablement que les Français restent le plus chez eux. La deuxième vague de Covid-19 est bien là, avec la perspective d'un reconfinement inévitable pour certains. On a entendu cela toutes chaînes et radios confondues. Stéphane Fuchs, les journalistes ne les inventent pas, ces informations. Qui les fait fuiter ? On a constaté en réalité une bataille de communication entre les médecins et les politiques. Les médecins qui n'étaient pas favorables à la décision prise du couvre-feu à 21h et qui s'en inquiétaient, d'un certain point de vue c'est leur droit légitime, ont poussé très fortement dans les médias l'idée de l'épidémie hors de contrôle. Ouais. Or à partir du moment où elle est hors de contrôle, il n'y a plus de demi-mesure possible. On comprend aisément que la terminologie hors de contrôle n'a pas été choisie par des politiques qui veulent, et c'est normal, montrer au contraire qu'ils maîtrisent la pente de la pandémie, mais a été choisi par ceux qui voulaient forcer une décision plus radicale. Ils ont réussi. Il y a une communicante, Sophie Desroulettes, qui écrivait sur Twitter cette semaine « Méthode de com 2020 », elle donne la cuisine. Méthode de com 2020, écrit-elle. 1. Faire fuiter des infos sur les différents scénarios possibles. 2. Faire enfler la rumeur. 3. Observer les réactions. 4. Ajuster. 5. Enfin, communiquer officiellement. Je termine ici le tweet. C'est la bonne méthode, Stéphane Fuchs ? Non, là ça a plutôt ressemblé au zigzag, pardon. Ouais. D'abord parce que la fuite n'est pas faite par ceux qui prennent la décision in fine, mais par ceux qui veulent l'imposer. Ah bon ? 2, parce que vous avez eu très peu de temps, et donc un temps très court pour que l'opinion se prépare à cette bascule de « on va tout faire pour éviter le reconfinement » à le reconfinement généralisé pour tout le monde et pour au moins 4 semaines. Ouais. Et donc ça donne évidemment le sentiment d'une non-maîtrise de la situation, et à la fin d'ailleurs d'un non-choix, puisqu'il n'y avait plus qu'un choix possible, c'était le confinement généralisé. Je ne suis pas du tout un expert de la communication politique comme vous l'êtes, mais j'ai toujours cru que parfois les gouvernements, même auparavant les présidents successifs, faisaient fuiter des ballons d'essai pour voir les réactions dans l'opinion avant de prendre leur véritable décision. C'est pas vrai. Je me souviens qu'au moment du couvre-feu, par exemple, on entendait ce sera à 19h, ce sera à 20h, ce sera à 21h, ce sera à 22h. Finalement, ce fut 21h. Ça se passe pas comme ça. Ça n'existe pas, les ballons d'essai.
Si, bien sûr que ça existe, et heureusement, en réalité, vous aviez plus la photographie d'une hésitation et d'un débat entre ceux qui voulaient le couvre-feu à 17h et ceux qui le voulaient à 22h, et puis à la fin, un arbitrage a été rendu par le président de la République. Au fond, ce qui est anormal, c'est que ce qui est soumis à la discussion soit quasiment en temps réel dans les médias, parce que ça donne cette sensation de godille, d'hésitation, et donc forcément, ça nourrit le trouble de l'opinion. Après la godille, la ligne droite, la descente, tout chou, c'était le président Macron. On va l'entendre juste après ça. Vous restez avec nous, Stéphane Fuchs, auteur du livre Pandémie médiatique. On analyse avec vous la communication gouvernementale en ces temps de crise. En compagnie de Stéphane Fuchs, qui vient de publier Pandémie médiatique, com de crise et crise de com, c'est chez Plon. Vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs de la communication politique. Stéphane Fuchs, autre exercice de communication, on en parlait à l'allocution, pour annoncer ensuite les décisions prises. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron, le président, avant-hier soir. Discours d'une vingtaine de minutes, en 20h, mais qui avait été enregistré précédemment. Il s'agissait alors de justifier les décisions prises, parfois avec des phrases marquantes. Le chef de l'État évoque la possibilité de ne rien faire, de laisser l'épidémie galoper pour atteindre l'immunité collective, mais il s'y refuse et il explique pourquoi. Le Conseil scientifique a évalué les conséquences d'une telle option. Elles sont implacables. À très court terme, cela signifie le tri entre les patients à l'hôpital. Et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. 400 000 morts si rien n'est fait, dit le président. Argument choc qui peut faire peur. Est-ce que la peur est un bon vecteur de communication selon vous ? Est-ce que c'est efficace ? Alors, il faut différencier la peur et l'angoisse. Allez-y. La peur, c'est parfois un réflexe utile parce que la peur vous fait réagir. L'angoisse, c'est quand vous êtes, comme on dit, saisi par l'angoisse, tétanisé par l'angoisse. Et la difficulté avec cette pandémie, c'est que la place qu'elle a pris dans les médias audiovisuels, le fait qu'elle ait cannibalisé en quelque sorte 80% de toute l'information diffusée, et qu'on nous montre un virus qu'on ne voit pas, a créé plus de la terreur que de la peur, et donc plus un sentiment de tétanie et d'angoisse qu'un sentiment qui pousse à la réaction. Non, je trouve que ce qu'il y avait de positif dans l'intervention du président, c'est qu'au fond, il a pris le temps de nous faire partager la réflexion et les choix pour montrer que, in fine, il n'y avait qu'une solution possible. C'est enfin une posture pédagogique, plus que le « nous sommes en guerre » du début, et je pense que c'est plus pertinent et plus efficace. Il y a aussi une donnée qu'il n'a pas explicitée, mais qu'on pouvait lire sur les réseaux sociaux, c'est que les personnes âgées qu'il se refusait à confiner chez elles, les personnes âgées votent Macron à 80%. Et on pouvait lire des analyses qui disaient que ce serait un désastre électoral, tant est qu'il se représente en 2022, que de confiner les personnes âgées qui se sentiraient stigmatisées et qui ainsi n'iraient pas voter pour lui en 2022. Que pensez-vous de cet argument ? Surtout, c'est que la complication liée à un confinement d'une seule catégorie de la population, ça voudrait dire quoi ? Que les enfants n'ont plus le droit de voir leurs aînés, et puis qu'il y a un jour, en fonction de votre date d'anniversaire, à partir duquel vous n'avez plus le droit de sortir. Je pense que vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que c'est complexe ? Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que selon vous, cet argument électoraliste est opérant ? Non. Voilà. Vous vouliez des réponses simples, je vous la fais. C'est parfait. La réponse est non. Vous parliez de peur, vous parliez de terreur, Stéphane Fuchs, après l'attentat de Nice hier. Déclaration du député La France Insoumise, Adrien Quatennens, qui a beaucoup fait parler. On parle beaucoup d'unité nationale, et Quatennens dit « L'unité nationale n'annule pas les controverses ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je pense qu'on a besoin de concorde aujourd'hui, et pas de ceux qui préfèrent toujours chercher la division, en fait, pour des raisons politiques. Je pense que l'opinion est très lucide. Les Français se sont formidablement comportés dans cette crise, contrairement à la légende qu'on entretient parfois sur un peuple gaulois, inobéissant, ne faisant que ce qu'il veut et n'en faisant qu'à sa tête. Dans la réalité, les données Google nous ont montré que sur le premier confinement, les Français avaient été le deuxième peuple au monde par le respect des mesures de confinement. Et donc je pense qu'en réalité, dans ce peuple très politique, très original, est attaché à son unité nationale. Ceux qui font le pari de la division, je l'espère, vont se tromper. C'est très intéressant ce dont vous venez de parler. C'est quoi les données Google et quelle comparaison cela fait ? Qu'est-ce qu'on peut y lire ?
En fait, on a les données de déplacement des populations par Google, parce que ne serait-ce que par vos connexions de téléphone. Et donc, c'est pas des données individualisées, mais massifiées. Et donc, on a très clairement vu que, par exemple, les Français avaient moins bougé pendant le confinement que les Allemands. Voilà, écoutez, en même temps, les Allemands n'étaient pas confinés, donc ils n'avaient pas de raison de ne pas bouger. Mais si on compare, ils ont eu beaucoup plus d'interactions sociales. Oui, mais ce qui est intéressant, mais si on compare aux Italiens ou aux Espagnols, par exemple, il y a que les Espagnols qui ont fait mieux que nous. On a parlé du fond, Stéphane Fuchs, on va parler de la forme de la communication politique, et ce que vous soulignez dans votre ouvrage, c'est également, vous dénoncez même le manque de modernité de la communication politique. On va rester chez les Insoumis, certains élus s'y essayent, Jean-Luc Mélenchon sur la plateforme Twitch, ou alors Emmanuel Macron, encore lui, sur Instagram. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, je sors du Conseil des ministres et dans quelques instants, je vais me rendre à Longjumeau, dans une PMI, pour rencontrer des parents, des enfants, des professionnels, pour annoncer une décision importante que nous venons de prendre sur le congé paternité. C'était le 23 septembre 2020. Emmanuel Macron, le président, est assis sur une chaise dans un salon doré de l'Élysée, costume, cravate, masque noir sur le visage. À part le son qui résonne un peu, est-ce que c'est moderne de communiquer ainsi à vos yeux, Stéphane Fuchs ? Non, c'est pas parce que vous choisissez un média qui est nouveau que votre communication est moderne. Ce qui me frappe, moi, c'est la capacité des politiques à faire de la dissertation leur mode de communication premier, c'est-à-dire qu'ils ne communiquent pas par l'image, ils ne communiquent pas par les émotions et encore moins par la créativité. Alors il y a du mieux, l'intervention du président mercredi, on avait une image qui était propre, c'était enfin bien éclairé, et on avait même des inserts à l'écran, ces petites phrases qui venaient souligner les décisions ou les moments importants du discours. Mais ce petit mieux est tellement éloigné de la communication que l'on a tous pu constater sur les réseaux sociaux, à la télévision, partout, dans lequel une modernité, c'est-à-dire une créativité s'exprime. Il serait temps que les politiques se débrident un peu, non pas pour monter sur la table, mais simplement pour avoir une communication qui peut retenir l'attention du public et faire passer autre chose que du raisonnement froid, de l'émotion. Parce que dans un monde de l'image, où la télévision s'écoute avec les yeux, ne parler qu'avec la bouche, c'est une erreur. Alors je rebondis sur ce thème communiqué par l'émotion. Je veux dire que je suis très surpris de votre commentaire, puisque j'ai entendu énormément de fois, notamment par exemple sous la présidence de Nicolas Sarkozy, mais d'autres avant lui et d'autres après lui, qu'il ne fallait pas se laisser porter par l'émotion. C'est une erreur. Je pense que on est toujours dans la même idée, c'est-à-dire qu'au fond, on ne fait pas confiance au public. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'infantilise, c'est d'ailleurs pour ça qu'on lui ment, parce qu'on lui ment avec une bonne intention. Quand on ment sur les masques, c'est parce qu'on veut que la pénurie ne déclenche pas une panique et que les gens se disent « Oh mon Dieu, il n'y a pas de masque » et que ça n'aggrave encore les choses. Nous avions reçu ici à ce micro une médecin, dont je tairai le nom, qui nous avait dit que les médecins à la télévision avaient menti pour la bonne cause. Ils avaient menti sciemment, en infantilisant, comme vous dites, les Français notamment. Oui, mais alors on ment peut-être pour la bonne cause, mais le résultat est catastrophique parce que c'est une perte de confiance dans ceux qui nous gouvernent, c'est une perte de confiance dans les médecins qui par ailleurs n'ont pas été souvent d'accord entre eux. Et comment est-ce que vous voulez construire la confiance sur le mensonge ? Je n'arrive même pas encore à comprendre qu'au XXIe siècle, il y ait des gens prétendument intelligents et de bonne foi qui pensent que par le mensonge, on va gouverner. Je vais parler des nouveaux outils. Un message sur Twitter, c'est 280 signes maximum. La durée idéale d'une vidéo sur Instagram, c'est entre 25 et 30 secondes. Celle d'une story sur Instagram, c'est 15 secondes. Comment faire passer un message politique en aussi peu de temps ? Est-ce que c'est même possible ? Mais on fait passer toutes sortes de messages en très peu de temps. C'est d'ailleurs pour ça que notre métier existe, qu'il y a des publicitaires. Et simplement, plus c'est court, plus ça demande d'être créatif, plus ça demande de travailler. Le temps long, la dissertation, thèse, antithèse, synthèse, et je prends le temps de développer, pardon, mais c'est l'art des fainéants. C'est tellement plus facile de faire long que de faire court. Vous êtes très critique, Stéphane Fuchs, critique de la communication politique. Il y a un secteur qui trouve, grâce à vos yeux, vous parlez de publicité, c'est celui de l'entreprise, et vous dites que certaines grandes sociétés, certains patrons ont tout compris. Pourquoi et quelle différence avec les politiques ? Prenez un exemple, parce que je l'ai trouvé marquant pendant le premier confinement. C'est LVMH qui transforme une usine parfum Christian Dior en usine de fabrication de gel hydroalcoolique. Vous n'avez pas de pupitre mis devant l'usine, de patron qui vient pour s'exprimer. Vous avez simplement des images de la chaîne de fabrication, et ces images ont fait le tour du monde, parce que aux mots qui font du bruit, il faut préférer les actions qui font du bien. Et il faut préférer
l'image par ce qu'elle raconte que les mots par ce qu'ils rajoutent. Et c'est ça la communication moderne aujourd'hui. Les entreprises, au fond, parfois parce qu'elles ont beaucoup travaillé, parfois aussi, soyons lucides, par la contrainte, ont depuis longtemps abandonné le terrain du mensonge comme un terrain de communication, mais elles sont de plus en plus souvent créatives, pertinentes, et c'est d'ailleurs pour ça, on le voit dans toutes les études, que les Français se tournent vers elles avec des attentes nouvelles en matière d'éducation, de santé, d'emploi, d'économie, et pas simplement en termes de production de richesse. Merci beaucoup Stéphane Fuchs de vos analyses, vice-président d'Havas, je le rappelle. Et je rappelle également le titre de votre dernier ouvrage, Pandémie médiatique. C'est sous-titré Com de crise, crise de com. C'est chez Plomb. Merci d'être passé par Culture Média.